André Douzé raconte. Aller à Saint-Sabin. Une émission du Musée de l'étrange. Le site de Saint-Sabin, dans le massif du Pilat, est un des sites les plus hauts du massif du Pilat. On a évidemment l'enceinte des Trois Dents, le pic des Trois Dents, où il y a les relais de télévision d'autrefois, télécommunications et militaires, qui est pratiquement au point culminant. Saint-Sabin se trouve à environ 200 mètres d'altitude en dessous. C'est un léger plateau. Il semble avoir été habité très très tôt par l'homme, surtout si on considère que le massif du Pilat est un des plus anciens massifs du globe, puisque les géologues nous expliquent qu'à son origine, au moment où notre planète s'est refroidie et a commencé à se former, le massif, l'endroit qui va devenir le Pilat était plus élevé que l'Annapurna. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui explique le fait qu'on va trouver beaucoup de Shiras. C'est la montagne qui a usé, qui est partie en bloc, qui s'est délitée. C'est ce qu'on appelle les Shiras dans notre patois. Et c'est ce qui montre pour les géologues que c'est une montagne très ancienne. Le plateau de Saint-Sabin, une fois qu'on a regardé la géologie, mais on va y revenir à cette géologie lorsqu'on va parler de la source. En attendant, l'homme va occuper les sommets, on va dire l'homme du néolithique, va commencer à occuper les sommets parce que les sommets lui procurent, lorsqu'il y a des petits ennuis avec les voisins d'à côté ou d'autres qui arrivent de beaucoup plus loin, sommet, c'est un point où on va pouvoir se retrancher, se défendre. Et c'est ce qu'on appelait, à l'époque où Jean Combe va sortir ses livres, c'est les enceintes de Saint-Sabin, avant même que ça s'appelle Saint-Sabin, les enceintes. Alors en réalité, oui, il y a une enceinte qui est très légèrement ovoïde sur le côté, on va dire, côté antenne du Pilat. L'autre côté, on est sur la vallée du Rhône. Il ne semble pas que l'homme du néolithique ait jugé utile de fortifier cet endroit parce qu'on a des falaises de 3, 4, 5 mètres en apic, donc c'est facile à défendre très facilement. De l'autre côté, la montée n'est pas véritablement brutale, mais elle n'est pas douce. Mais des hommes peuvent monter à l'assaut à une époque, et l'homme va construire des enceintes. Et aujourd'hui, on parle beaucoup moins de ces enceintes de Saint-Sabin, qui ont quand même le mérite de dater du néolithique. Comment avons-nous des certitudes pour dire néolithique ? Eh bien, tout simplement parce que les archéologues, M. Pâtissier, un Saint-Chamonais, un archéologue notoire pour la vallée du Gier, s'est beaucoup intéressé à ce secteur de Saint-Sabin. Il y a organisé des recherches et mon grand-père participait bénévolement à ces recherches, ce qui explique que très tôt, lorsque j'ai été enfant, j'ai pu monter voir des fouilles archéologiques à Saint-Sabin avec M. Pâtissier et mon grand-père qui avaient une autorisation. Alors, effectivement, on va d'abord parler de cette enceinte qui va délimiter l'emplacement fortifié. C'est quand même un empierrement qui peut monter encore aujourd'hui à certains endroits jusqu'à 3 mètres de haut. Donc, alors ce ne sont pas des blocs cyclopéens, ce ne sont pas des blocs de la taille des blocs des grandes pyramides, pas du tout. Ce sont des blocs qui ont été pris visiblement sur la montagne, très bien assemblés, un petit peu, d'après ce que les archéologues ont trouvé, un petit peu à la sauce celte ou gauloise, c'est-à-dire qu'à certains endroits, on renforce la muraille avec des pièces de bois. Ce qui fait que ça fait un liant. On n'a pas de mortier, on n'a pas trouvé de mortier à Saint-Sabin, même pas un mortier romain, donc ce qui fait qu'on peut supposer que les Romains n'y sont pas montés. Mais en tout cas, une idée de construire une place qu'on peut fortifier pour pas cher, rapidement.
De plus, le fait qu'il y ait une montée relativement rapide va empêcher une cavalerie, va empêcher une prise d'assaut avec une cavalerie. Les Celtes avaient de la cavalerie, les Gaulois. Et donc on avait compris l'avantage d'une charge de cavalerie. Ça monte trop pour qu'on utilise des chevaux, donc on va dire, tout simplement pour utiliser des termes militaires, l'infanterie. Et l'infanterie peut être repoussée évidemment avec des armes de jet, des javelots, des flèches, des frondes, mais aussi avec beaucoup moins de matériel, tout simplement en faisant rouler les pierres qui sont en haut de ces murailles, et on faisait rouler ça sans doute sur les occupants, sur les assaillants. Comment peut-on parler d'assaillants? Tout simplement parce que lorsqu'il y a eu des fouilles, on a trouvé à certains endroits des vestiges humains. Ce ne sont pas des tombes, donc on peut penser qu'il y a eu soit un accident, soit quelques petites escarmouches, ou peut-être des gens qui ont été écrasés parce qu'on leur lançait des cailloux dessus, qui leur roulaient dessus parce qu'ils montaient à l'assaut. Toujours est-il qu'il y a également ce qu'on va appeler, toujours en termes militaires, des casemates, qu'on peut encore retrouver si on longe cette enceinte. L'enceinte est beaucoup plus longue que le plateau de Saint-Sabin. Le plateau de Saint-Sabin, il se limite à une centaine de mètres, pas plus. Là, on est quand même, l'enceinte se déployant sur un demi-ovale. Nous, on l'avait métré avec une chaîne d'Arpentor. On était arrivé pratiquement à 160 mètres, en gros, à la louche, 160 mètres de déroulé. Donc on est vraiment sur un emplacement fortifié. Ensuite, on a une chicane principale donc, qui permet de ralentir les assaillants, et une autre chicane à la deuxième sortie. Donc l'enceinte est ouverte sur les deux. On est à une époque, évidemment, où on est encore loin du christianisme, on est encore loin du culte à Saint-Sabin. Donc regardons ces hommes qui vont vivre là-haut, et on pense qu'ils devaient monter peut-être avec des animaux, parce qu'en cas de siège, on monte avec ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire avec les animaux qui permettent du commerce, qui permettent d'avoir des peaux, qui permettent d'avoir de la viande, qui permettent de vivre. Donc il y a un petit enclos qu'on ne trouve plus aujourd'hui, mais les relevés de pâtissiers montrent bien cet enclos au bout de l'enceinte de Saint-Sabin. C'est une partie qui aujourd'hui est sous un roncier. Pour la dernière fois où j'y suis monté, on va dire une quinzaine d'années, sous un roncier, des broussailles qui dépassent parfois les 2 mètres, 3 mètres de haut. L'emplacement de ce qui peut être un enclos d'animaux n'est plus visible. Ensuite, il y avait à l'intérieur de cette enceinte des habitations en pierre, dont 2 ont été fouillées par pâtissier, monsieur pâtissier. Et ce sont des constructions en pierre. Il est possible qu'il y ait du bois par-dessus, mais on pense plutôt à des huttes en pierre, fermées, comme une sorte d'igloo, mais en pierre. Parce que quand ça souffle à Saint-Sabin, ça souffle. Penser qu'une toiture avec des feuillages et des branches pourrait suffire en été, peut-être en automne et printemps, mais pas en hiver. Donc, vu ce qui est tombé à l'intérieur, ces constructions ont implosé, et pâtissier a été obligé de dégager, pour arriver jusqu'au foyer, de dégager des blocs qui pouvaient permettre de penser à un igloo ovoïde. D'après ce qu'on connaît sur ces anciennes habitations du néolithique, on pense que chaque habitation était capable d'héberger entre 12 et 14 êtres humains, adultes et enfants. Pâtissier en a répertorié 4. Donc ça montre quand même que des gens pouvaient se retrancher à cet emplacement avec armes et bagages et en certain nombre, mais ce n'était pas un lieu sédentaire. On ne peut pas jardiner parce qu'on est sur le sommet de la montagne, on est sur le rocher. Ça, c'est pour la partie archéologique. La partie des premiers hommes qui vont monter à Saint-Sabin, on va retrouver la même, si j'osais, je dirais, la même culture aux Trois Dents, par exemple. On a à peu près le même style d'enceinte, puisqu'il y a l'enceinte des Trois Dents, qui est construite sur le même système avec des casemates.
À suivre.